Bonsoir à tous, nous sommes le troisième jour de compétition, donc continuons où nous étions. La vie est presque toujours en plein air. Chaque ménage s'assied à sa porte, il déjeune, il dîne, s'y dispute. Il ne passe personne dans la rue qui ne soit étudié. Aussi, jadis, quand un étranger arrivait dans une ville de province, était-il gossé de porte en porte. De là, les banquantes, de là le surnom de copieux donné aux habitants langères qui excellaient à ces railleurs urbains. Les anciens hôtels de la vieille ville, ils sont situés en haut de cette rue jadis habitée par les gentilshommes du pays. La maison pleine de mélancolie, où se sont accomplis les événements de cette histoire, était précisément un de ces logis restés vénérables d'un siècle où les choses et les hommes avaient ce caractère de simplicité que les mœurs françaises perdaient de jour en jour. Après avoir suivi les détours de ce chemin pittoresque, dont les moindres accidents révélaient des souvenirs et dont l'effet général tend à plonger dans une sorte de rêverie machinale, vous apercevrez un réconfortement assez sombre, au centre duquel est cachée la porte de la maison de M. Grandet. Il est impossible de comprendre la valeur de cette expression provinciale sans donner la biographie de M. Grandet. M. Grandet jouissait à Saumur d'une réputation dont les causes et les effets ne seront pas entièrement compris par les personnages qui n'ont point, peu ou prou, vécu en province. M. Grandet, encore nommé par certaines gens le père Grandet, mais le nombre de ces vieillards diminuait sensiblement, était en 1788 un des maîtres torniers fort à son aise, sachant lire, écrire et compter. Dès que la République française mise en vente dans l'arrondissement de Saumur, les biens du clergé, le tonnelier, alors âgé de 40 ans, venait d'épouser la fille d'un riche marchand de plantes. Grandet alla muni de sa fortune liquide et de la dot, muni de 2000 louis d'or, au district où, moyennement de son double louis offert par son beau-père au farouche républicain qui surveillait la vente des domaines nationaux. Il eut pour un morceau de pain, légalement sinon légitimement, les plus beaux vignobles de l'arrondissement, une vieille abbaye et quelques métairies. Les habitants de Saumur étaient peu révolutionnaires. Le père Grandet passa pour un homme hardi, un républicain, un patriote, pour un esprit qui donnait dans les nouvelles idées, tandis que le tonnelier donnait tout bonnement dans les vignes. Il fut nommé membre de l'administration du district de Saumur et son influence pacifique s'y fit sentir politiquement et commercialement. Politiquement, il protégea les ci-devant et empêcha de tout son pouvoir la vente des biens des émigrés. Commercialement, il fournit aux armées républicaines 1 ou 2 milliers de pièces de vin blanc et se fit payer en superbes prairies dépendant d'une communauté de femmes que l'on avait réservée pour un dernier lot. Sous le consulat, le bonhomme Grandet devint maire, administra sagement, vendangea mieux encore. Sous l'Empire, il fut Monsieur Grandet. Napoléon n'aimait pas les républicains. Il remplaça M. Grandet qui passait pour avoir porté le bonnet rouge par un grand propriétaire, un homme à particules, un futur baron de l'Empire. M. Grandet quitta les honneurs municipaux sans aucun regret. Il avait fait faire dans l'intérêt de la ville d'excellents chemins qui menaient à ses propriétés. Sa maison et ses biens, très avantageusement cadastrés, payaient les impôts modérés. Depuis le classement de ces différents clos, ces vignes, grâce à des soins constants, étaient devenues la tête du pays, mot technique en usage pour indiquer les vignobles qui produisaient la première qualité de vin. Il aurait pu demander la croix de la Légion d'honneur. Cet événement eut lieu en 1806. M. Grandet avait alors 57 ans et sa femme environ 36. Une fille unique, fruit de leur légitime amour, était âgée de 10 ans.
Monsieur Grandet, que la Providence voulut sans doute consoler de sa disgrâce administrative, hérita successivement pendant cette année de Madame la Gaudinière, née de la Bertellière, mère de Madame Grandet, puis du vieux Monsieur la Bertellière, père de la défunte, et encore Madame Gentillet, grand-mère du côté maternel. 3 successions dont l'importance ne fut connue de personne. L'avarice de ces trois vieillards était si passionnée que depuis longtemps, ils entassaient leur argent pour pouvoir le contempler secrètement. Le vieux monsieur la Bertellière appelait un placement une prodigalité, trouvant de plus gros intérêt dans l'aspect de l'or que dans les bénéfices de l'usure. La ville de Saumur présuma donc la valeur des économies d'après les revenus des biens du soleil. Monsieur Grandet obtint alors le nouveau titre de noblesse que notre manie d'égalité n'effacera jamais. Il devint le plus imposé de l'arrondissement. Il exploita 100 arpents de vignes qui, dans les années plantureuses, lui donnaient 7 à 800 poinçons de vin. Il possédait 13 métairies, une vieille abbaye où par économie, il avait muré les croisées, les ogives, les vitraux, ceux qui les conserva, et 127 arpents de prairies où croisaient et grossissaient 3000 peupliers plantés en 1793. Enfin, la maison dans laquelle il demeurait était la sienne. Ainsi établissait-on sa fortune visible. Quant à ses capitaux, 2 seules personnes pouvaient vaguement en présumer l'importance. L'une était M. Cruchot, notaire chargé des placements usurels de M. Grandet, l'autre M. Desgrassins, le plus riche banquier de Saumur, au bénéfice duquel le vigneron participait à sa convenance et secrètement. Quoique le vieux Cruchot et M. Grassin possédaient cette profonde direction qui engendre en province la confiance et la fortune, ils témoignent publiquement à M. Grandet un si grand respect que leur observation pouvait mesurer l'étendue des capitaux de l'ancien maire d'après la portée de l'obséquieuse considération dont il était l'objet. Il n'y avait dans Saumur personne qui ne fût persuadé que M. Grandet n'eût un trésor particulier, une cachette pleine de lui, et ne se donna nutalement les ineffables jouissances que procure la vue d'une grande masse d'or. Les avaricieux en avaient une sorte de certitude en voyant les yeux du bonhomme, auquel le métal jaune semblait avoir communiqué ses teintes. Le regard d'un homme accoutumé à tirer de ses capitaux un intérêt énorme contracte nécessairement comme celui du voluptueux, du joueur ou du courtisan. Certaines habitudes indéfinissables, de mouvements furtifs, avides, mystérieux, qui n'échappent point de ces corligionnaires. Pour ce qui advient des mots difficiles, j'en ai trouvé 2. Premièrement, il y a gausser, se moquer ouvertement de quelqu'un ou de quelque chose. Puis il y a certaines gens, groupes de familles dont les chefs descendaient d'un ancêtre commun. Merci pour votre écoute et à demain pour une nouvelle lecture.